Bienvenue à la bibliothèque Villon pour cette quatrième conférence qui vous est proposée dans le cadre de l'exposition 14-18 Petit papier pour une grande guerre. Nous accueillons ce soir Daniel Brun. Daniel Brun qui est professeur d'histoire, qui a été longtemps maître de conférences à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Rouen, autrefois l'IUFM. Vous êtes récemment retraité, mais vous continuez à faire encore beaucoup de recherches en histoire. Et c'est vous qui nous avez proposé ce sujet qui passionne aussi les habitants de Rouen. Un sujet sur la Grande Guerre dans l'Odonymie rouennaise. Vous allez nous expliquer de quoi il retourne. Bon, alors bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus, comme on dit habituellement. Donc, le thème de la communication que je vous propose ce soir, c'est la mémoire de la Grande Guerre portée et transmise par les noms de rues, spécifiquement à Rouen. Alors, avant de vous expliquer quelles furent les raisons de ce choix, je vais commencer par un tout petit préambule, en 2 points. Le premier point, c'est sur le vocable d'odonymie, qui semble barbare, voire cuistre, et qui a suscité, semble-t-il, quelques remous, parce qu'il pouvait paraître dissuasif. Pourtant, il n'y a rien de plus simple, j'ai envie de dire, puisque odonymie et odonyme sont finalement calqués sur toponymie et toponyme, qui sont les noms de lieux. Ici, l'odonymie, étymologiquement, en grec, ce sont les noms de chemins, un chemin de mémoire. Bon. Et par voie d'extension, toutes les voies de circulation, toutes les voies de communication. Ce vocable n'est pas encore très usité en France. C'est un pays très conservateur, comme chacun sait, alors qu'il est beaucoup plus familier à d'autres pays francophones, notamment la Belgique et le Canada, qui utilisent quotidiennement, si je puis dire, le mot odonymie. Et dernier avantage du mot odonymie, c'est que quand le temps vous est drastiquement compté, c'est beaucoup plus rapide que nom de rue. La deuxième chose, c'est que par rapport au flyer gueule cassée que vous avez là, c'est-à-dire il est mutilé de sa préposition de, j'ai quelque peu modifié la syntaxe du titre afin de le rendre moins ambigu. Là, c'est plus clair, hein, c'est la Grande Guerre dans l'odonymie rouennaise, et c'est pas l'odonymie rouennaise de la Grande Guerre, vous pouvez prêter à confusion. Donc ça, c'est les 2 points de préambule. Maintenant, la problématique, qui est la suivante. Pourquoi donc consacrer une communication à un objet d'étude apparemment mineur et anecdotique en regard des autres thématiques qui ont été ou qui seront traitées dans ce cycle de conférences et qui sont bien plus sérieuses, bien plus profondes. Est-ce que ce sujet, par hasard, n'aurait pas eu davantage sa place dans Paris-Normandie, qui d'ailleurs lui a consacré en 2012 un bref article, qui est toujours en ligne. Bon, bref, je me suis posé la question, est-ce que je n'allais pas mettre à côté de la plaque? Bon, passons. Alors, ma réponse va être en 3 temps à cette interrogation. Le premier temps, c'est l'argument d'autorité. C'est un travail de commande des organisateurs de l'exposition et du cycle de conférences. Donc là, je me préserve sur mes arrières. Plus sérieusement, parce que il est apparu au départ qu'en contrepoint de la synthèse, évidemment magistrale, de Rémy d'Alisson, consacrée à la commémoration d'une date à la fois internationale et imprescriptible, qui est le 11 novembre, date de commémoration, il était apparu utile de changer radicalement la focale et de braquer non pas le projecteur mais le microscope sur un objet restreint d'un espace non moins restreint, c'est-à-dire le milieu local. Donc l'infiniment petit. Tout ça dans la perspective d'une étude de cas. D'où le choix de Rouen. Mais ça aurait pu être aussi bien Le Havre, Évre ou Évreux. Pas Dieppe, hein,
marqué, ça aurait été bien parce que ça aurait mis la communication dans des délais raisonnables. Alors, maintenant, pourquoi le nom des rues plutôt que d'autres traces matérielles locales de la mémoire? Et quand on dit traces matérielles locales de la mémoire, on pense immédiatement, vous allez compléter, aux monuments aux morts. Oui. Parce que dans les représentations habituelles, j'ai envie de dire, les représentations courantes des gens, la mémoire locale de la Grande Guerre semble totalement assumée par les seuls monuments aux morts, qui sont une mémoire de pierre et de bronze, éventuellement, avec leur terrible cortège de morts pour la France. Sans parler de l'univers symbolique dans les monuments aux morts les plus raffinés. J'ajouterais d'ailleurs que les historiens ont eux-mêmes semblé partager pendant des décennies ce sentiment que seuls les monuments aux morts étaient parlants. Puisque depuis bientôt 50 ans, maintenant, d'innombrables publications ont été consacrées aux monuments aux morts. Et il n'y en a pas dans ce cycle de conférences. Il n'y en a pas. Mais je peux vous signaler, pour ceux que ça intéresse quand même, qu'à l'échelle micro-régionale, à l'échelle de la Haute-Normandie, il y a des écrits. Un article de Madame Nadine Josette Chaline sur les monuments aux morts de la Haute-Normandie, des publications de Loïc Vadlorge, oui, notamment dans Histoire d'Aglo, qui est toujours en ligne, et c'est plus Aglo, c'est pour en métropole, sur les mémoires de guerre, et aussi dans son ouvrage monumental, qui est celui-ci, d'une érudition sans faille, qui est Ronde de la Troisième République, politique et pratique culturelle. Il date de 2005. Et enfin, très récemment, Martine Jacques, qui est là-bas, vient de le traiter, d'Alain Alexandre, les monuments aux morts de la vallée du Cailly. Donc, sur les monuments aux morts, vous avez quantité de ressources. Donc, j'ai dit que les historiens s'étaient penchés longuement et depuis longtemps sur les monuments aux morts. En revanche, les noms de rues qui représentent ce que je vais appeler la mémoire d'émail par rapport à la mémoire de pierre et de bronze, n'ont pas encore mobilisé beaucoup d'historiens, bien que ces noms de rues aient acquis la dignité du statut de lieu de mémoire. Donc, si j'arrive à reconstituer, c'est de dire qu'il y a des raisons, j'ai envie de dire, positives au choix des noms de rues. La première de ces raisons positives, c'est que par rapport aux monuments aux morts, il y a dans les dénominations des rues une beaucoup plus grande variété de références historiques et de références mémorielles, ce que l'on verra tout à l'heure avec Rouen et ce que l'on aurait vu encore mieux avec Évreux et Le Havre. La deuxième raison, c'est que un monument aux morts s'inscrit dans le contexte bref où il a été édifié, c'est-à-dire grosso modo les années 20. C'est le cas des 3 monuments aux morts, dont le monument aux morts et à la victoire, puisque c'est son nom exact, de Rouen, celui qui est place Carnot maintenant, alors que les noms de rues sont constitués de strates qui s'accumulent sur une durée beaucoup plus longue et qui bougent. C'est ainsi que, par exemple, à Rouen, cette mémoire se construit de 1914 à nos jours. Et quand je dis à nos jours, je pense aussi à maintenant. Et on verra peut-être pourquoi. Alors, avant, donc ce qui est au cœur de cette communication, c'est la construction de la politique de mémoire patronymique de 1914 à nos jours, comme ça. Mais avant ça, il m'a semblé utile, quand même, de faire un petit tour de ville pour se familiariser ou se refamiliariser avec les noms des rues. Nous avions eu le temps,
j'aurais procédé par ce qu'on appelle en pédagogie les représentations initiales, faire un petit quiz en vous demandant, à votre avis, combien de noms de rues à Rouen commémorent les événements et les hommes de la Grande Guerre. Pouvez-vous me citer des noms? Donc, on va faire un rapide tour de ville avec la vue d'ensemble d'une mémoire aimable, qui va être centrée sur 3 questions. De toute façon, en termes universitaires, c'est toujours sur 3 ou sur 2. 3 questions. Combien de dénominations? Quelles dénominations? Où se situent ces rues? Alors, combien? 18. C'est au centre. 18, je devrais même dire 17 en réalité, puisque la dernière en date ne s'est pas concrétisée à ce jour. Bon. Mais ça correspond quand même à une décision qui a été prise. Alors, vous voyez ici, dans cet escalier, en quelque sorte, la comparaison avec les 2 guerres encadrantes, les 2 guerres franco-allemandes encadrantes, la guerre de 70-71 et la guerre de 39-45, et vous voyez bien une montée en puissance du phénomène mémoriel des guerres dans les noms de rues. 4 en 70-71, 18 en 14-18, et enfin 26 en 39-45, pour une raison simple, c'est que la mémoire de 39-45 est assez largement une mémoire locale, qui prend en compte tous les événements tragiques que Rouen a vécu, mais aussi les phénomènes de résistance. Il y a beaucoup de résistants. Alors pour 14-18, les résistants, mais on pourrait avoir une résistante, ça manque. Alors, quelle dénomination? Plutôt que de vous les énumérer, j'ai préféré en faire une typologie thématique, où vous avez à la fois des événements et des hommes, mais pas des valeurs. Il y a davantage d'hommes que d'événements. Ces événements sont au nombre de 7. Alors, je ne vais pas les détailler pour faire un cours d'histoire. Sur certains, je reviendrai en cours de route. Mais alors, la rue de Rosely, 22 août 1914, c'est une bataille qui a lieu en Belgique, dans ce mois d'août 14, qui est une catastrophe, il faut bien le dire. Et le 22 août 14, c'est le jour le plus meurtrier de l'histoire de France, puisque ce jour-là, 27 000 soldats français sont morts. C'est plus que les 20 000 soldats britanniques qui sont tombés le 1er juillet 1916 dans l'offensive de la Somme. 27 000 soldats français. Oui, c'est grosso modo le 5... attendez, c'est 27, 30... oui, Verdun, c'est 163 000 morts français, mais de février à décembre 1916. Je ne sais pas si vous voyez le rapport. Bon. Bataille, oui, je les ai prises, non pas par ordre où ces noms ont été donnés, mais par ordre chronologique où ils se sont déroulés. Puis vous avez ensuite 3 batailles. 3 batailles glorieuses, 3 batailles patriotiques, il faut bien le dire. Le boulevard de la Marne, alors, en sachant qu'il y a eu 2 batailles de la Marne, en 14 et en 18, qu'elles furent aussi décisives l'une que l'autre, mais que la seule qui soit réellement honorée, c'est celle de 14, c'est le miracle de la Marne, Paris étant menacé, et la contre-offensive repousse l'armée allemande sur l'Aisne. Bataille de la Marne, les élèves d'autrefois, de mon temps, si je puis dire, à l'école primaire, apprenaient que ce miracle avait été réalisé grâce au taxi de la Marne. Bon. Le boulevard de l'Isère, octobre 14. C'est une bataille non pas chimiquement pure française, c'est une bataille belgo-française, dans le cadre de la course à la mer, qui est connue par le fait... L'Isère, c'est un petit fleuve côtier qui est en Flandre maritime, Flandre littorale, près de la frontière belge, près de la frontière française, pardon, et qui est connue par le fait que l'armée belge a ennoyé la plaine de Flandre de telle manière que l'armée allemande s'y embourbe, et ça n'a pas manqué,
puisqu'ils avaient des canons très lourds, contrairement aux 75 français. Cette petite enclave est demeurée inviolée, elle, jusqu'à la fin de la guerre. Une cinquantaine de communes qui ont résisté à l'invasion allemande. Enfin, bon, 1916, Verdun, la bataille de la mémoire française, parce qu'une bataille chimiquement pure, franco-allemande, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de Belges, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Anglais, là c'est un duel. Donc, il y a eu aussi un miracle de Verdun. Après Verdun, j'en reparlerai un peu plus tard, c'est la bataille du chemin des Dames. L'offensive autant inutile que sacrificielle. On dit davantage de bien qu'autrefois du général Nivelle, qui cédera sa place à Pétain. Enfin, la dernière bataille, dont je reparlerai aussi, c'est la bataille de Griven dans la Somme. Ça ne vous dit rien, mais j'en reparlerai. C'est au moment de l'offensive de printemps allemande, l'ultime offensive, quand Rouen s'est retrouvé menacé et apporté à la fois des canons et des aéroplanes allemands. Et enfin, la rue du 11 novembre 1918, t'as rien à dire Non, ça va. Non, ça va. Bon, alors, les hommes que j'ai classifiés, chefs politiques, mais qui sont aussi des chefs militaires. Georges Clemenceau, le père de la victoire, le négociateur du traité de Versailles, président du Conseil, ministre de la guerre, Albert Ier, surnommé aussi le roi soldat ou le roi chevalier, qui lui est resté en Flandre, dans son petit îlot, alors que le gouvernement belge se repliait sur Sainte-Adresse. Les chefs militaires, alors vous avez 3 des 8 maréchaux, ou des 7, je ne sais plus ce qu'il faut dire, français, donc le maréchal Gallieni, le gouverneur militaire de Paris, celui des taxis de la Marne, le maréchal Joffre, oui, limogé en 1916, le protagoniste de l'offensive à outrance, puis enfin le maréchal Foch, c'est-à-dire le père militaire de la victoire, si je puis dire, un général ici en chef des armées alliées, qui était tout sous son commandement, et enfin le général Sarail, commandant en chef de l'armée d'Orient. Héros, c'est toujours le même partout, c'est Georges Guynemer, au capitaine. Puis vous avez des collectifs de soldats, j'y reviendrai, hein, le 74e RI, régiment d'infanterie, et le 39e régiment d'infanterie, qui sont des régiments rouennais. Et enfin, vous avez les poilus de la Grande Guerre, en principe un square, j'aurais dû mettre là en italique, parce que c'est la dénomination qui est restée, si vous me passez l'expression, en rade. Bon. Et enfin, un peuple, dans son entier, les Belges. Oh, bah ça va vite. Ça va vite. Bon. Alors, ce corpus honorifique, et ça c'est pour mon camarade Bernard Jeanne qui est là-bas, s'organise en 3 échelles spatiales, oui, en 3 ensembles qui ne sont pas étanches, mais qui se recoupent. Alors, l'échelon national, l'échelon local, et l'échelon que j'ai envie de dire extra-national. Il faut d'abord trouver un autre terme qui vaille. Si quelqu'un peut me le proposer, je le prendrai bien volontiers. Bon, je pourrais demander quel est le point commun entre tous ces hommes. Pardon? Non, le point commun. Ils ont tous une moustache. Oui. Ce qui en fait quasiment d'authentiques poilus. Le niveau le plus important en termes statistiques, c'est la mémoire nationale. La mémoire nationale, c'est en gros entre 2/3 et 3/4 des dénominations des rues. Et cette mémoire nationale cultivée rarement, c'est grosso modo la mémoire française, puisque ici, vous avez le palmarès des odonymes en France, et vous y retrouvez
les lieux qui sont les lieux et les hommes qui sont honorés dans la mémoire rouennaise. C'est Charles de Gaulle, ancien combattant de la guerre 14-18, qui l'emporte, et de loin, avec 4201 dénominations. Oui. Alors, à l'autre extrémité, c'est l'ex-maréchal Pétain, qui a peut-être encore une rue, bien que la commune qui conservait cette rue, qui est dans la Meuse, je crois, ait décidé, il y a quelques années, de débaptiser, mais quand on regarde les plans, ça passe au pauvre. Vous avez des pseudonymes en lien direct avec l'histoire et la mémoire locale. Ils sont 4. Le 39e, le 74e, la bataille de Griven et la bataille de Rosely, où vous trouvez les hommes du 74e. Donc 4. Et puis, vous avez une mémoire extranationale qui est exclusivement belge, avec le boulevard des Belges, la rue Albert Ier, le boulevard de l'Isère, qui est une mémoire franco-belge en réalité, ou belgo-française, la rue de Rosely, c'est la même chose, et le dernier, que je n'ai pas considéré comme faisant partie de la mémoire de la Première Guerre mondiale, c'est Émile Verhaeren, mort accidentellement dans un accident de chemin de fer à la gare en 1916, puisqu'il est tombé et qu'il a eu les 2 jambes broyées. Bon. Mais en 1955, le poète, qui est flamand, Émile Verhaeren, que l'on honore, c'est vraiment le poète, et non pas celui qui est venu faire des conférences en France sur le courage de son peuple. Donc, voilà. Donc il n'appartient pas à la mémoire de la Première Guerre mondiale. Alors, constat que je ne vais pas développer trop, c'est qu'il y a dans cette mémoire extraterritoriale une amnésie odonymique totale. Sachant que la Seine inférieure, que Rouen a reçu 35 000 Belges dans la guerre de 14. Que Rouen, surtout, a vu passer 700 000 soldats britanniques. Oui. On a vu revenir pour être soignés dans les hôpitaux. Et surtout, j'ai envie de dire, on a vu rester 11 436 au cimetière Saint-Sever. Oui, c'est le plus grand cimetière du Commonwealth. Peu connu, y compris des Rouennais, à mon avis. Bon. Et je veux dire que c'est quand même extraordinairement étonnant que le Royaume-Uni et son empire ne soient nullement commémorés à Rouen. D'autant que si vous lisez, et je vous encourage à le lire, mais je ne sais pas si je le témoignage de Colette Hiver, en 1917, dans la Revue des Deux Mondes, il n'y avait pas un emploi fictif, dans la Revue des Deux Mondes, sur Rouen pendant la guerre de 14 à 17, puisque l'article est de 17, non seulement Colette Hiver écrit extrêmement bien, mais en plus, elle manifeste vis-à-vis des Anglais, des soldats anglais, une sympathie débordante, alors qu'elle ne parle quasiment pas des Belges. C'est très amusant. Bon, passe. Est-ce que c'est spécifique à Rouen? Enfin, si on compare Rouen et Le Havre, oui, donc, c'est quoi ce truc-là? Ah oui, pardon. Bon. Le Havre a aussi, qui a accueilli des Belges, hein, et qui a fait travailler des Belges aussi au service de l'industrie de l'armement, a aussi sa mémoire belge, mais a une mémoire anglo-saxonne. Lord Kitchener, ministre de la guerre, honoré dès sa mort, George V, roi, le président Wilson, il n'est pas anglais, saxon, honoré en 1918, et les Canadiens dans les années 20. Donc, Le Havre a une ouverture d'esprit que Rouen n'a pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Bon, alors maintenant, où se trouvent ces pseudonymes? Eh bien, j'ai envie de dire, au premier abord, il y a un équilibre entre les deux rives et même une petite supériorité pour la rive gauche. Tout le monde est d'accord? 10, c'est plus que 8. Mais,
c'est le point suivant. Ah ben voilà. Si vous ne savez pas où ils sont, voilà. En rouge, ce sont les événements, hein. Et en bleu, ce sont les hommes. Yes. Alors je suppose que vous connaissez tous la Marne, l'Isère, Verdun, bon, etc. En revanche, le fin fond de la rive gauche, je ne sais pas si... Et pourtant, c'est au fin fond de la rive gauche qu'il y en a proportionnellement le plus grand nombre. Bon. Alors, donc, en termes purement statistiques, il y a équivalence. Mais, il faut rectifier les choses en se rapportant à la hiérarchie. La hiérarchie des noms, des dignités, et la hiérarchie des lieux. Et il y a bien une correspondance. Les événements et les hommes les plus dignes de mémoire sont affectés aux lieux les plus importants. Et ces lieux les plus importants sont manifestement rive droite. Boulevard des Belges, boulevard de la Marne, boulevard de l'Isère, boulevard de Verdun, place Foch. Oui. Ça, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on en reparlera, c'est Clémenceau et Joffre. Mais sur le front de Seine de rive gauche, reconstruite. Pas n'importe où. Hein. Bon. Alors, modalité de dénomination. Je ne sais plus ce que j'avais à dire là-dessus. Bon. Si, c'est que vous avez là aussi un certain équilibre avec 10 rues nouvellement construites, nouvellement ouvertes. Et vous avez 8 rues rebaptisées. Oui. Sachant, et je pense qu'on le reverra, que la ville de Rouen est extrêmement conservatrice en matière de patrimoine odonymique. Que pour elle, c'est quand même un arrachement, enfin ce qu'elle dit, hein, de changer le nom d'une rue. Oui. Il y en a quand même 8, et ce ne sont pas n'importe lesquelles. Oui. Ça a été d'autant plus dur, j'ai envie de dire, que c'est rive droite. Toutes les nouvelles rues, sauf une, sont rive gauche, et toutes les rues rebaptisées sont rive droite. Deuxième point, donc, qui sera le dernier en même temps, hein, c'est l'étude de la politique honorifique municipale de 1914 à nos jours, avec ses fluctuations, ses moments d'hypermnésie, ses moments d'hypomnésie et son moment actuel d'amnésie. Donc c'est une édification séculaire, 1914 à nos jours. Bon. C'est un processus de destruction d'ailleurs. Alors, ah oui, pardon. Oui. La chronologie des dénominations. Pour faire simple, et un peu schématique, j'ai scindé en 2 grandes époques, de part et d'autre, de la Seconde Guerre mondiale, qui va voir naître sa propre mémoire. Comme attendu, 13 des 18 noms sont antérieurs à la Seconde Guerre mondiale. Bon. Mais cette construction, avant la Seconde Guerre mondiale, obéit à des rites. Oh, pardon, je si vous aimez les statistiques. Quelle maîtrise. Obéit à des rythmes différenciés. Il y a, grosso modo, 3 temps. Le premier temps, c'est le temps inaugural, qu'on va revoir. Hein. C'est la première pierre de la mémoire qui est posée dès 1914. Le deuxième temps, c'est 1919-1924, qui correspond en matière de nom de rue à ce qu'a démontré Loïc Vadelorge dans son ouvrage. C'est l'apogée d'une politique commémorative volontariste. Et le troisième temps, c'est à la charnière de 1929-1930, avec 2 remarques. La première remarque, c'est que cette fois-ci, on n'est plus dans un hommage volontariste, on est dans un hommage circonstanciel, on est dans un hommage dû, en quelque sorte, à des grands qui viennent de disparaître. Et en même temps, vous voyez bien, 1930, c'est le point final de cette mémoire de la Première Guerre mondiale. Deuxième temps, le deuxième temps, c'est
les 5 noms restants. Après la Seconde Guerre mondiale, cette fois-ci avec 2 époques, les années 50, j'y reviendrai, on est dans le domaine de la cession de rattrapage, les oublis antérieurs, ceux qu'on avait omis d'honorer. Bon. Et là, dans les années 2000, on est, j'ai envie... Alors, 4 temps. 4 temps sur cette première époque de la Grande Guerre à la Seconde Guerre mondiale. Et là, je voulais m'arrêter un petit peu, je pense que je vais y parvenir, à la dénomination des rues, mécanisme de dénomination des rues au sein des municipalités, et notamment de celle de 1919 à 1925, qui montre que cette politique de nom de rue n'est pas, absolument pas marginale dans l'activité de la municipalité. Pas marginale, d'abord, première chose, par l'importance quantitative. De 1970 à 1913, figurez-vous que la ville a octroyé 213 noms de rues. Oui. Sachant qu'aujourd'hui, on en est, bon, grosso modo, entre 900 et 1000. En 1913, on était fatalement à un nombre moindre. Donc c'est une notable proportion de rues qui ont été dénommées dans cette période. Si vous voulez en savoir plus, 121 sont des primo-dénominations. Première fois qu'on baptise une rue. Et 92 autres, c'est pas rien, hein, sont des changements de nom. Bon, alors, donc, importance quantitative, importance institutionnelle aussi, parce que pour la ville de Rouen, la politique des dénominations de rue a des enjeux qui sont tout à la fois civiques, culturels, patrimoniaux et même, j'ai envie de dire, identitaires. Comme dit M. Bouvier, les noms de rue disent la ville. Donc, une ville peut être décrite par ses noms de rue, quelque part. Donc, importance institutionnelle qui fait que les dénominations de rue, les homonymes, sont traités dans 2 commissions. Une commission municipale et une commission extra-municipale. La commission municipale, c'est pas n'importe laquelle, c'est la première, celle qui est présidée par le maire. Tout au moins jusqu'en 1929, où Georges Métayer va rebattre les cartes. Et en tout cas, avant, c'est la commission numéro 1, qui traite à la fois des finances et des dénominations de rue. C'est dire que ça a une importance. Deuxième commission, qui est une commission extra-municipale, qui est la commission des inscriptions et des souvenirs historiques. Cette commission est appelée à examiner les propositions qui lui sont transmises. Elle est même amenée à effectuer des propositions elle-même. Et elle est amenée, enfin, à donner des éclairages sur les personnes et les événements, ou les monuments, tout ce que vous voudrez. Ne restons pas dans la Première Guerre mondiale, que l'on peut proposer au conseil municipal. Donc, ici, ils rédigent même des notices. Des notices qui sont, telles une encyclopédie ou un dictionnaire, qui sont reproduites dans les registres de délibération municipale, ça je voulais le dire, donc, des registres de délibération municipale, et pof, roi Albert Ier, qui était-il? Qui est-il? Parce que c'est au moment où il était encore vivant, et pourquoi est-il justifié de donner ce nom? Bon. Alors, cette commission des inscriptions durera, je vais dire tout de suite, durera jusqu'en 1940. Ce sera le coup d'arrêt 1940 et elle ne sera jamais recomposée, réhabilitée après la guerre. Alors, elle est composée d'un nombre variable de membres, selon les mandats, entre 10 et 15 participants. Elle est composée de 2 catégories de membres, des élus, dont le maire, qui nomme les autres, dans la cooptation,
des élus qui sont minoritaires. C'est 3 ou 4 en général. Et surtout, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des experts, des personnalités qualifiées du monde de la culture rouennaise, qui ont souvent, en plus de, j'ai envie de dire, de leur spécialité, des fonctions officielles au sein de leur corporation. Ce sont des hommes de lettres, des artistes, des architectes, des bibliothécaires, des archivistes, des conservateurs de musées. Donc un petit monde de notabilité locale très réseauté, puisqu'ils appartiennent tous aux sociétés savantes de Rouen, à commencer évidemment par la plus belle d'entre toutes, par la plus prestigieuse d'entre toutes, l'Académie des sciences, belles-lettres et des arts. Il y a aussi des appartenances à la Société des Amis des Monuments Rouennais. Leur intimité avec la municipalité est très forte, puisque quand ils appartiennent à la commission des inscriptions, ils appartiennent aussi à d'autres commissions extra-municipales sur le Théâtre des Arts, le Musée des Beaux-Arts, etc. etc. Et il faut dire qu'ils sont aussi assez systématiquement reconduits d'une municipalité à l'autre. Normalement, à chaque mandature, on renomme, mais on renomme les mêmes, souvent. Donc ils sont indispensables. Alors, parmi les permanents, j'en avais retenu quelques-uns, mais il va falloir gagner du temps, mais puisqu'on est ici dans la bibliothèque patrimoniale, je vais nommer celui qui est resté le plus longtemps dans ces commissions, de 19 jusqu'à 35 au moins, c'est Henri Labrosse, directeur de la bibliothèque municipale de Rouen et président de l'Académie de Rouen. Et qui n'a pas sa rue à Rouen. Ah oui. Pardon? Il va falloir rectifier ça. Oui, sauf que ici, auparavant, c'était la rue de la bibliothèque. Ah. Il aurait été logique d'y promouvoir Henri Labrosse. Mais non, c'est un vulgaire peintre cubiste qui est venu prendre la place. Voilà sur cette composante importante. Hein. Donc c'est pas fait sur un coin de table. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire, dans certaines communes, c'est tiens, on va faire des oiseaux, tiens, on va faire des écrivains, tiens. Et on cherche dans le dictionnaire quel genre d'oiseau il y a. Non, là c'est quand même un peu plus réfléchi et ça a plus d'importance. Alors maintenant, les étapes. À quelle heure on commence? Pardon? Oui, je ne sais pas. Les étapes de la construction de la ville. Alors, l'acte fondateur. L'acte fondateur, c'est 1914, hein, honneur au peuple belge, dès le 27 août 14. Oui. Et ce 27 août 14 n'est pas n'importe quelle date, puisque c'est, alors je ne sais plus si, il faudrait que je regarde mon papier, c'est le lendemain ou la veille de l'arrivée des premiers réfugiés belges à Rouen. Bon. Donc, le conseiller municipal Girard dépose une proposition tendant à l'attribution de rue ou boulevard des Belges à l'une des voies publiques de la ville de Rouen et renvoie à l'administration pour étude, et notamment à l'administration municipale, les techniciens et aussi à la commission numéro 1. Pourquoi honorer le peuple belge? Parce que, comme le dit le journal de Rouen, ce sont nos voisins, amis et alliés, hein, qui sont neutres, hein, ils sont devenus alliés depuis qu'ils ont été envahis traîtreusement par les barbares allemands. Et quand je dis barbares allemands, c'est pas de l'humour, puisque les Allemands, en Belgique et dans le nord de la France, se sont livrés à des massacres que l'on dit gratuits, mais qui n'étaient pas gratuits, puisque c'était des actes de terreur pour ramener la population à s'écraser. Pardon pour le terme. Bon. Donc, il s'agit de commémorer l'héroïsme de nos voisins, et aussi, il s'agit de remercier un peuple, une armée, un roi, qui se sont levés contre la violation de la neutralité. Donc, en luttant contre les Allemands, les Belges œuvraient
plus ou moins efficacement, à nous protéger. Donc, c'est honorer un peuple vaillant, et c'est le remercier, faire témoignage de gratitude envers un peuple qui se bat de telle manière que son voisin soit présent. Alors, oui, non, c'est là, le 27 août, c'est le lendemain de l'arrivée des premiers réfugiés belges. Pas que belges, hein, c'est comme l'exode de 40, hein. C'est une boule de neige. Alors, cet élan de générosité honorifique du 27 août se concrétise 3 mois plus tard, le 16 novembre suivant, par le vote. Alors, il y a eu débat. Et le débat a porté sur, mais où va-t-on inscrire les Belges dans le paysage fier rouennais? 2 propositions ont été faites. 2 propositions qui sont topographiquement diamétralement opposées. Première proposition, le boulevard Saint-Hilaire, oui, donc à l'est, qui avait l'avantage d'être relié au boulevard Gambetta. Ouais. Et Belge et Gambetta, c'est l'union de 2 patriotismes. Parce que le Gambetta qu'on honore, là, c'est celui qui a fait halte ici en chemin de fer, après avoir atterri à Amiens en ballon, avant de se rendre à Tours. Donc c'est le Gambetta de la défense nationale que l'on honore. Et l'autre proposition, à l'autre extrémité, le boulevard Cauchoise. Oui. Alors, vous savez tous, hein, il n'y a pas de suspense, lequel des 2 a été retenu. Hein. C'est le boulevard Cauchoise. Alors, je vous lis quand même pourquoi. Le boulevard Cauchoise avait l'avantage, aurait eu l'avantage, par sa situation, son étendue et sa proximité de notre trafic mondial, de rehausser l'hommage que nous avons à cœur de rendre en attendant l'aurore d'une réparation suprême. Oui. Puis, je veux dire, il y a un autre avantage au boulevard des Belges, c'est que... le boulevard des Belges maintenant. C'est que le lieu est aussi le siège d'un monument éminent de l'administration française, la préfecture, qui est devenue rectorat. Commandeur et décadence. Alors, en plus, il était expressément prévu que l'on inscrivit en dessous de boulevard des Belges la date 1914 afin de bien marquer pour le temps présent et pour l'avenir, pour la mémoire, à quoi correspondait, oui, l'honneur rendu aux Belges. Sauf que, là j'ai pris une vieille, oui, ça date de septembre 18, hein, 2018. Oui. Bon, sauf que la date de 1914 n'y figure pas. Alors je ne sais pas s'il y a eu des plaques de rue antérieures à celle-ci, qui n'est pas jeune, ou si ça a été oublié. Je n'en sais pas. Alors, dernière chose à dire, c'est que le nom de ce boulevard n'est pas le seul témoignage de sympathie, loin de là, que la population rouennaise manifeste au peuple belge. Et notamment, si je ne m'abuse, c'est le 15 novembre, oui, à la cathédrale de Rouen, pavoisée des couleurs belges, on célèbre la fête du roi Albert Ier. Oui. Et puis, en plus de cet hommage honorifique, les Rouennais viennent en aide aux réfugiés belges, avec des journées belges, et aussi avec la prise en charge du logement et du ravitaillement. J'ai envie de dire que cette noce connaîtra des troubles en 1917, comme au Havre d'ailleurs, puisqu'on accusera quand même les Belges de faire augmenter les prix et de faire augmenter le chômage. Bon, passons. Mais c'était pas l'accord, juste. Alors, la politique. Voilà, hein, boulevard Cauchoise, puis boulevard des Belges. C'est le même boulevard. Oui, alors cette politique de la mémoire de nom de rue
va connaître son âge d'or au lendemain de la guerre, entre 1919 et 1924-25. Là, il faut que je passe à surmultiplier. Notamment, sous 2 des 3 maires, je n'en ai que 2, hein, là, de cette époque, Lucien Valin et Louis Dubreuil. Alors, cette période, qui a connu 3 maires, c'est aussi une période qui offre une certaine unité. Alors, unité d'abord parce que ce sont des maires de droite, ce sont des équipes municipales de droite, bon, pas des modérés, qui sont de droite, qui sont bloc national. Et aussi, surtout, peut-être plus important, c'est qu'on a une municipalité bleu horizon. Sur les 40 conseillers municipaux qui ont formé cette municipalité entre 19 et 25, il y a 36 conseillers municipaux, mais il y a eu des renouvellements, au moins la moitié, je les ai repérés dans les registres de matricule, au moins la moitié sont des anciens combattants de la guerre de 14. À commencer par les 3 maires, Lucien Valin, élu maire en juillet 14 à partir des élections de 12, hein, qui dès août, ce sont des territoriaux, hein, vu leur âge, ce sont des territoriaux, et même de la réserve territoriale, rejoint son poste de capitaine, hein, et il fera, dans l'artillerie, et il fera toute la guerre. Et il sera décoré, bon, Louis Dubreuil. Louis Dubreuil, vous voyez bien, si la photo est distincte, ce qui a pu lui arriver, Louis Dubreuil. Ouais, bon, ça se voit quand même. Hein. Bon, Louis Dubreuil, qui est le premier adjoint, hein, de Lucien Valin, et qui est un peu plus jeune, il est âgé de 40 ans en 1914. Lui, il a le même âge que Charles Péguy. Bon, la différence, c'est que Charles Péguy est mort et pas Louis Dubreuil. Bon, il avait d'abord été initialement versé dans le service auxiliaire et il a demandé d'être envoyé au front. Et comme vous le voyez ici, c'est une gueule cassée. Oui. Vous voyez son visage, un visage reconstitué, parce qu'il avait reçu un éclat d'obus en Champagne en 1915. Oui, j'oublie de le dire, c'est que non seulement c'est des anciens combattants, les 20, mais parmi eux, vous avez un grand nombre de décorés. Je crois que vous avez 10 décorés de la Croix de guerre, 7 de la Légion d'honneur, à titre militaire, et 4 de la médaille militaire. Et certains concentrent tout. Hein. Eux deux concentrent, si je ne m'abuse, les 3 médailles. C'est des cumulables. Pardon. Autre remarque sur ces élus municipaux, c'est qu'ils, dans la municipalité, ils ne représentent pas qu'eux-mêmes, en tant qu'individus, anciens combattants, mais un certain nombre sont des responsables d'associations d'anciens combattants. Dont Jacques Toutain, qui est un des fondateurs de l'UMC nationale, l'Union nationale des combattants, qui est l'association la plus importante en termes effectifs, et qui est classée, évidemment, à droite. Bon. C'est un catholique militant, en plus, Jacques Toutain. Et un autre que je citerai, alors Louis Dubreuil, lui, il est président de la fraternelle des blessés de guerre, ou des mutilés de guerre, je ne sais plus. Et Fernand Charmois, adjudant de réserve, vice-président de l'amicale du 39e RI. Donc, une fois qu'ils sont présentés, eh ben, ça ne veut pas dire pour autant que l'unanimité règne toujours dans la municipalité. Alors, la première fournée, si je puis dire, c'est 1919, on est sous Lucien Valin, et on va rendre hommage aux soldats rouennais, enfin aux soldats encasernés à Rouen, devrais-je dire. Le 39e RI et le 74e RI. Ces 2 régiments encasernés à Rouen ont fait toutes les batailles de la guerre de 14. Toutes. Évidemment, ce n'est pas toujours les mêmes, puisque... Bon, alors, donc le souvenir de ces régiments, il est tout naturellement perpétué à côté de leur caserne. Ce qui fait que
Ah oui, l'avantage aussi des deux casernes, c'est qu'il y en a une qui est rive droite et l'autre rive gauche. Voilà. La place d'Amiens devient la place du 39e RI. C'est bien changé depuis. Voilà. La place du 39e RI. Donc, un bouleversement quand même. Rive gauche, le 74e RI. Et dans la caserne Pellissier, qui était anciennement la caserne Bonne Nouvelle, la caserne Pellissier, ultérieurement, prendra le nom de la caserne Richepense. Pellissier, il bouge beaucoup. Donc voilà, la rue du 74e RI. Alors maintenant, si vous allez, comme j'ai fait, vous promener par là aujourd'hui, vous vous paumez dans un quartier tout neuf. Bon, alors, voilà, je vais vous faire rire. 1920-1921, on est toujours sous le camarade Vallin. Oui. Et là, vous avez trois propositions qui vont demeurer sans suite. Elles sont énoncées, mais elles se perdent dans des sables. Alors, la première, ah bah zut, bon. C'est René Mézès, conseiller municipal, charcutier de son état, place du marché, il n'y est plus, hein, bon, qui propose que l'on donne le nom de Clémenceau et celui de Foch à des rues dont. Le 25 novembre 1921, Dubreuil, donc premier adjoint, propose que l'on nomme un boulevard de Rouen du nom du maréchal Pétain. Pour une raison relativement simple, qui n'est peut-être pas d'ordre politique à vous, qui est le fait que le maréchal Pétain vient de venir à Rouen pour inaugurer la première pierre du monument aux morts de Saint-Sever, oui, et qu'il a visité à Rouen. Et qui s'était rendu au mémorial de Jeanne d'Arc. Donc il propose Pétain. Et non seulement il propose Pétain, mais il propose même un trajet Pétain. Je veux dire, une voie Pétain. Ah, vous allez voir que c'eût pu être le plus long boulevard de Rouen. Le boulevard virtuel du maréchal Pétain allait de l'avenue Pasteur jusqu'à la rivière, j'ai oublié son nom, ah oui, la rivière de Clerc, qui marque la frontière entre Canteleu et Rouen. Donc, hop, à Val-d'Oiseau, ça faisait 2,5 km. C'est quasiment la totalité des boulevards de Saint-Denis. Bon. Donc, alors, l'avantage, voyez-vous, c'est que c'est pas allé jusqu'au bout. Oui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la municipalité ou les municipalités ne vont pas récidiver, ils ne vont pas proposer Pétain. Donc, ce qui fait que pour les libérateurs en 1945, il ne va pas se poser la question de faut-il débaptiser Pétain? Oui. Donc là, pas de problème. Donc, on peut les remercier d'avoir oublié de célébrer Pétain. Alors, 1922, 1927, oh là là. Ce sont désormais les boulevards, hein, il y a le boulevard des Belges, et il va y avoir un conflit des dénominations entre anciens combattants, en plus. Oui, pas seulement anciens combattants. Oui, j'ai oublié de dire que Sanvic a eu une rue du maréchal Pétain. Alors, ici, c'est la municipalité présidée par Arsène Néel, maintenant, donc le successeur de Vallin qui a démissionné pour raison de santé. Et ça va être la promotion collective et simultanée de trois lieux de mémoire, de trois rues, de trois batailles, qui sont la Marne, l'Isère, Verdun. Ouais. Et qui sont donc des artères de première importance. Voilà les Belges, voilà la Marne, voilà l'Isère, voilà Verdun, et voilà Gambetta. Yes? Oui. Donc on a une voie sacrée de Grand Boulevard qui longe l'ancienne enceinte défensive de Rouen. Ici
symbolisme n'est pas fort, hein, je me demande de quoi il retourne. Alors, le problème, c'est que vous avez deux mutins, Jacques Toutain et Fernand Charmois, qui mènent la bataille contre ces noms de rue. Sur 3 terrains. Un terrain pratique. Or, c'est toujours un inconvénient de débaptiser un nom de rue pour ceux qui habitent cette rue. Le courrier, le cadastre, les impôts, tout. Le deuxième terrain, c'est un terrain patrimonial que j'aurais voulu développer, mais vu le temps, je ne vais pas avoir. Hein. C'est que dans, j'ai envie de dire, le milieu culturel rouennais, à cette époque, il est très mal vu de toucher au patrimoine, et notamment au patrimoine odonique, yes, qui sont un élément de l'identité de la ville. Ce qui fait que les architectes avaient donné un code de dénomination, un code de bonne conduite en matière de dénomination, où il était interdit de débaptiser une rue, de donner un nom seulement à une nouvelle rue, et même, s'agissant d'un personnage, de ne donner le nom de ce personnage à cette rue que 50 ans après que la proposition ait été formulée. Eût été formulée. Oui. Alors c'est peut-être pour ça aussi que Pétain, Joffre et les autres sont passés à la trappe. Bon. Alors cette argumentation patrimoniale va fonctionner puisque vous avez un certain nombre de rues de Rouen qui retrouvent leur nom ancien. C'est-à-dire que la rue Ampère devient la rue du Petit Salut, et de manière plus connue d'ailleurs, c'est que la rue Pierre Corneille redevient rue de la Pie. Et oui. Bon, le dernier terrain d'affrontement, c'est sur l'omission d'une bataille, et peut-être même l'usurpation par une autre. Cette omission, c'est l'offensive d'Artois, à l'automne 15, et les deux conseillers municipaux mènent la bataille pour qu'on donne le nom d'Artois à l'un des boulevards. Ce qui, évidemment, nécessitait d'enlever quelque chose. Et franchement, entre la Marne, l'Isère et Verdun, hein, où est l'intrus? On ne pose pas la question. Bon. Alors, cette mutinerie va faire long feu, puisque seul Jacques Toutain va monter au front. Charmois, je ne sais pas où il était le jour du vote, enfin, il n'était pas là. Bon. Alors, alors pourquoi les autres ont-ils voté pour? Ben, tout simplement parce que le rapporteur, qui était le docteur Brunon, a eu l'habileté de dire l'Artois, on y pense, mais ce sera lors de l'ouverture d'une nouvelle rue. Promis. Bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. L'occasion se présentera pourtant en 1927 avec la percée d'une voie nouvelle entre la gare de rive droite et les boulevards. C'est une rue que vous connaissez bien. Hein, oui. Ah, là voilà, cette rue. Yes. Bon. Et là, on demande, ah oui. Eh, là, ça peut être la rue d'Artois. Hein. Oui. Réponse, c'est non. Deux arguments imparables. Le premier, c'est que cette rue est le prolongement naturel de la rue Jeanne d'Arc. Oui. Le deuxième argument, est excellent, je veux dire, n'importe qui l'aurait trouvé. Honorer une bataille aussi glorieuse que la bataille d'Artois par un tronçon de rue d'une centaine de mètres serait inconvenant. Donc ici on a la rue Jeanne d'Arc. Alors maintenant, ceux qui mènent l'offensive en 27 auraient pu profiter de 24. Parce qu'en 24, vous avez une promotion collective et consensuelle de 5 noms sur 12 rues qui viennent d'être créées, 5 noms attribués à la Première Guerre mondiale. Bon. Ces 5 noms, c'est un lotissement nouveau, hein, à l'emplacement du cimetière Saint-Sever. Oui, les morts ont été dégagés, hein. Bon, en 1906-1907, pour gagner l'emplacement actuel, hein, du cimetière Saint-Sever. Et sur cet emplacement, on va constituer un lotissement d'habitat pavillonnaire à bon marché. Oui. Avec 5 noms, 12 noms,
12 rues, mais 5 noms honorent la Première Guerre mondiale. Alors, vous voyez, Albert Ier, le maréchal Gallieni, oui. Bon, je complète avec une échelle plus grande. Donc Albert Ier, Chemin des Dames, Griven, Georges Willemer, rue du maréchal Gallieni. Ils sont dans le même secteur. Oui. Regardez un peu la forme de ce lotissement. Moi, ça m'a fait penser inévitablement à la chose suivante. Ah, zut, bon, c'est pas le bon PowerPoint. Ah oui, parce qu'il doit être sur la clé USB. Ça m'a fait penser immédiatement, vous voyez pas la forme là? C'est une ogive d'obus. Eh ben oui, là, je suis désolé, c'est une ogive. Bon, si vous n'avez pas le sens architectural. Oui, un bouclier. Bon, alors, ces noms. Donc maréchal Gallieni, et vous voyez qu'à partir du dessous, ce sont des plaques plus récentes, sont dotées de légendes. Bon, des Belges, capitaine dans l'aviation, mais celle qui m'intéresse le plus, c'est celle-là. Ici, on est du légendage informatif au commentaire. 6h30. La rue du Chemin des Dames, bataille meurtrière en 17, bataille glorieuse, Griven, bataille glorieuse en 18. Pour dire que quelle que soit la date de cette inscription, la bataille du Chemin des Dames n'appartenait pas à la mémoire nationale officielle. C'est la mémoire des poilus, le Chemin des Dames. Oui. L'offensive Nivelles, c'est quand même 200 000 morts, c'est-à-dire plus que Verdun, oui, en 3 mois de temps. Et la bataille du Chemin des Dames, comme chacun sait, est suivie du ras-le-bol, oui, d'un mouvement de refus. Oui. Ce sont les mutineries de 17, qui ne sont pas les plus durement réprouvées, hein. Ce sont celles de 14. Il n'y a pas eu de fusillés, pour l'exemple, parmi les butins. C'est en 14 et en 15 qu'il y a eu des fusillés pour ceux qui refusaient de se battre. Donc c'est une mémoire qui... Donc il était, j'ai envie de dire, inenvisageable, oui, de nommer l'un des boulevards de rive droite du nom de Chemin des Dames. Oui. La bataille de Griven. La bataille de Griven en 1918, c'est lors de l'offensive de printemps allemande, l'ultime offensive, celle qui devait être décisive. Elle a lieu le 31 mars 1918 à Griven. Ah oui, Chemin des Dames, la chanson de Kraut. Griven, c'est un basail victorieux. Oui. Griven, vous voyez, se trouve au sud d'Amiens, au sud-est d'Amiens, et à 116 km de Rouen. C'est là que des troupes françaises, mais aussi américaines. Mais Donald Trump ne connaît pas Griven, pas plus qu'il ne connaît le Bois-Bello. Donc, dans cette bataille, qui est une bataille au corps à corps entre troupes allemandes, troupes françaises et troupes américaines, la victoire de Griven permet d'arrêter l'avancée allemande. Oui. Donc, c'est non seulement un basail victorieux, mais c'est un Rouen sauvé de l'invasion, sauvé des bombardements, puisque depuis plusieurs mois, Rouen est bombardé. Non, pas depuis plusieurs mois. Rouen va continuer d'être bombardé jusqu'en août par les aéroplanes allemands. Alors, revenons à Griven, la belle défense du château de Griven. Et cette année, la bataille de Griven a été commémorée par la ville de Griven. Oui. Ah, j'ai oublié une chose bête. Pourquoi Griven? Parce que Rouen se propose d'être la marraine de Griven. Oui. Et donc offre aux habitants de Griven, dont le village a été totalement détruit, des subventions, des secours. Elle est la marraine de Griven, ce qu'elle va rester jusqu'à une date indéterminée. Peut-être aujourd'hui ne l'est-elle plus, parce que moi ce qui m'a amusé, c'est que dans cette affiche-là, dans le programme, vous avez la présence de soldats américains, mais pas de représentants de la ville de Rouen. Rouen aurait-il oublié Griven? Griven aurait-il oublié Rouen? Le divorce des mémoires? Bon, oui, Rouen bombardé. Bon. Alternance politique.
Oui, bah, donc j'irai pas jusqu'à nos jours, mais je voudrais quand même faire l'alternance politique. Vous allez comprendre pourquoi. Alternance politique, c'est que, à l'occasion des élections de 29, oui, la municipalité passe de droite, on va dire à gauche, mais une gauche dominée par les radicaux et les radicaux socialistes. Bon, le maire, la grande personnalité, c'est Georges Métayer, hein, qui sera maire de 29 à 40 avec une légère interruption. Il avait démissionné parce qu'il était contre une alliance à gauche. Et comme ce successeur est mort, il est revenu. Et ici, c'est le gros problème, et là ça vaut son pesant, je vais dire, c'est que Foch est mort. Oui, Foch est mort quand la municipalité de droite était encore aux affaires. Oui. Et la municipalité de droite, comme un seul homme, a voté le principe. Sauf qu'ils se sont disputés sur le lieu. Et donc, oui, l'une des commissions, la commission, je ne sais plus, attendez. Oui, ils se sont disputés sur le lieu, je vous affiche tous les lieux. Hein. Le vert, on laisse de côté. Oui, parce que ça a beaucoup aussi animé la bonne société rouennaise qui a écrit au journal de Rouen, qui a publié des lettres en disant un tel, moi je votais l'emplacement, non, il n'y a pas de question, etc. Bon. Alors, au sein de la municipalité, mais je ne sais plus, enfin peu importe, l'une des commissions proposait le tronçon de la rue de la République, oui, qui allait de la place de l'Hôtel de Ville au boulevard. Oui. Et l'autre disait, non, c'est pas bon. Il faut la place de l'Hôtel de Ville. Oui. Qui aurait dû venir la place Foch. Yes. Bon. Alors ça doit être la commission, c'est la commission, la première commission, la commission municipale qui l'a emporté, ça a dû être la place Foch. Oui. Est élu le camarade Métayer, notamment pour le mot camarade. Très très habile, c'est un avocat très très habile, il dit, évidemment, même si Foch c'est pas notre tasse de thé, puisque Foch est un clérical, alors que Métayer est un anticlérical acharné. Bon. Mais Foch c'est quand même le vainqueur, donc on ne peut pas le dégrader, si je puis dire. Mais j'ai une idée. Alors on ne peut pas le dégrader, mais place Foch, que l'hôtel de ville soit sur la place Foch est totalement inconcevable, politiquement, idéologiquement. Un hôtel de ville d'une république laïque ne peut pas être sur une place Foch. Bon. Donc, son idée forte, c'est de dire, ben je casse la décision de mes prédécesseurs et je choisis un autre emplacement. Et un emplacement qui soit consensuel. Et bien là, c'est très très simple. C'est la place Verdrel, que tout le monde connaît, sous le nom aujourd'hui de place Foch. La voici. Donc, la rue Jeanne d'Arc, le palais de justice, et comme le monument à la victoire du catholique monarchiste Réal del Sart, oui, avait été disposé sur cette place Verdrel, il était tout à fait normal que le maréchal Foch rejoignit ce monument. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait de Verdrel, maire du Second Empire? Ben, on ne va pas l'évincer totalement, on lui donne un square. Allez, puis comme le square, c'est le square de Solferino, une bataille sanglante du Second Empire, poubelle. Bon, ben, c'est génial. C'est d'autant plus génial qu'il a une idée très très forte, le camarade Métayer, oui, c'est quand même de débaptiser le tronçon de la rue de la République entre l'hôtel de ville et le boulevard pour honorer Louis Ricard, maire radical, laïque, convaincu, et qui de plus avait demeuré dans cette partie de rue. Alors, le général Saraï va être un casus belli de mémoire, non pas au sein de la municipalité, mais entre la municipalité et notamment le journal de Rouen, puisque le général Saraï, qui meurt la même année que Foch, en 29,
avait été commandant de l'armée d'Orient, hein, oui. D'abord, il avait été limogé en 15 parce que rendu responsable des défaites en Champagne, mais il était revenu sur le devant de la scène grâce à ses amitiés radicales et franc-maçonnes. Oui. Donc, et c'est comme ça qu'il était devenu commandant en chef de l'armée d'Orient. Et il a même été candidat à la députation à Paris pour le parti radical et radical socialiste. Il a été battu. Et là, je veux dire, l'opinion de droite ne pouvait pas supporter que le général Sarrail vint déshonorer Rouen. Et en plus, on avait choisi bêtement la place du 39e Héry. Que Sarrail remplaça le 39e Héry sur la place, ce n'était pas possible. Donc on a donné à Sarrail un bout de la rue Geoffroy. Voilà. Dernière chose, donc je ne ferai pas la deuxième temps, c'est que cette mémoire sous le mandat Métayer connaît une nouvelle inflexion dans les années 30. C'est l'apparition d'une mémoire pacifiste. Avec Barbus, alors vous avez un Barbus 1, un Renaudel, un Briand, sont successivement proposés. C'est Jaurès qui a été le premier proposé par la section locale de la SFIO, les socialistes. On a bien voulu honorer Jaurès, mais non pas en tant que socialiste, mais en tant qu'universitaire et tribun. C'était extraordinaire. Bon, honoré ensuite, je ne sais plus dans quel ordre c'est, Aristide Briand, le prix Nobel de la paix, le pacte Briand-Kellogg, ce que vous voudrez. Et puis, il a un mérite, c'est quand même qu'il était à gauche dans sa jeunesse et qu'il est passé au centre droit. Oui. Renaudel, qui est mort, là, c'est 36. Renaudel, Pierre Renaudel, socialiste, mais socialiste dissident, puisqu'il fonde le Parti social français, qui est hostile au rapprochement de l'SFIO et du Parti communiste. Pour Métayer, ça tombe très très bien, hein. C'est un beau cheval. Renaudel aussi a un autre avantage, le fait c'est qu'il est natif de Morny-la-Pommeraye. Donc c'est un local de l'État. Enfin, je finirai sur Barbus. Barbus 1, Barbus 2. C'est bien le même. Hein, rassurez-vous. Henri Barbus meurt en 1935 à Moscou. Oui. Et en 1936, la municipalité lui donne un nom de rue, mais donne un nom de rue à l'écrivain, oui, l'écrivain combattant, à celui qui est devenu lieutenant, mais qui a eu des options politiques, ouais. Et c'est Maurice Poisson, premier adjoint, futur maire de Vichy, la première année, tout au moins, qui dit oui, c'est une très bonne initiative, nonobstant les opinions politiques d'Henri Barbus. Donc Henri Barbus va faire un petit tour, si je ne m'abuse, du côté du Mont-Gargan, quartier populaire. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Pendant 4 ans, on va se livrer à une épuration odonymique limitée à 3 noms. Pointe à la vue. Non, pardon, je dis une bêtise. La municipalité va se livrer à 3 dénominations de rues, oui, dont l'une résulte d'une épuration. Et la seule victime de l'épuration, apparemment, c'est Barbus. Oui. Celui qui prononce la réquisition de Barbus, c'est le docteur Hello, pas de savante pas, qui met en cause le fait que Barbus avait des opinions politiques. Et d'ailleurs, il était mort à Moscou. Donc, Barbus écarté au profit du fort Sainte-Catherine. Yes? Oui. Après la Seconde Guerre mondiale, pardon, Barbus va être réhabilité sous un maire de droite forte prononcé, Jacques Chestelin, dont je n'ai pas le temps de parler. Et donc Barbus revient, mais dans un autre endroit. Eh bien, il n'est pas là, Barbus 2, perdu. Je cherche le coup du temps. Ah oui, je comprends. Barbus 2 est parti au Vallon Suisse, où il voisine avec un autre écrivain pacifiste, Romain Roland. Oui. Bon, là, je sens que... Tant pis, il n'y aura pas d'épisode 2. Bon, je n'ai pas
pas le temps, là. Même si c'est beaucoup plus court, j'ai pas le temps. Alors, vous me permettrez quand même de dire, en guise de conclusion, le square des Poilus était destiné à prendre la place de la place d'armes de la caserne Pélissier, en 2008, dans un quartier en cours de restructuration. Yes? Mais, voilà, en septembre 2018, l'état dans lequel est l'ancienne place d'armes. C'est-à-dire que le square n'est pas né. Oui. La place ne porte pas de nom. Donc, je me suis renseigné à la mairie pour savoir pourquoi. Ils avaient oublié, en quelque sorte, que ça devait devenir un square dénommé Square des Poilus de la Grande Guerre, oui, que de toute façon, l'aménagement pouvait évoluer, et que de toute façon, la municipalité avait changé sa ligne politique, et que désormais, depuis 2013 officiellement, 95% des nouveaux noms de rues doivent être donnés à des femmes. 95%. Yes. Ouais. Bon. Alors, il y en a eu un certain nombre, donc politique féministe récente, mais, alors, parmi ces femmes, il y en a deux qui sont honorées en partie pour leur existence, leur rôle dans la Seconde Guerre mondiale, qui sont Charlotte Delvaux pour le centre municipal et Françoise Seligman pour la rue. Françoise Seligman et son mari Jean-Paul. Mais personne n'est proposé pour la guerre de 14. Or, les héroïnes de la guerre de 14, elles existent. Les deux plus célèbres sont Edith Cavell, britannique, infirmière, agent secret, fusillée en Belgique. Et l'autre, c'est Louise de Bétigny, oui, française, agent secret aussi, à la tête d'un réseau d'exfiltration de soldats, prisonnière en Allemagne et qui meurt quelques mois avant la fin de la guerre, qui meurt de privation. Il y en a d'autres. Hein. Mais, comme on dit que désormais la municipalité honorera, au sens symbolique du terme, honorera des femmes peu ou prou célèbres, c'est M. Pessiot hein, qui l'a dit, peu ou prou célèbres, rouennaises ou pas. Et bien moi je vous propose Octavie de la Cour, oui, dont personne n'a vraisemblablement entendu parler, non? Et donc vous voyez quand même que cette femme est titulaire de la Légion d'honneur à titre militaire. Bon. En deux mots, nous sommes là en septembre, je crois le 16 septembre 1914. Deux commandos allemands s'infiltrent sur le territoire français et s'infiltrent notamment dans la forêt de Lyons. Leur mission, c'est d'aller faire sauter les viaducs ferroviaires, dont celui de Oissel. Oui. Et Octavie de la Cour, qui est une paysanne de 56 ans à l'époque, prévient la gendarmerie de Gournay-en-Bray, qui monte une expédition pour arrêter le dit commando. Alors, l'expédition tourne mal, elle est constituée de 6 personnes, dont 3 gendarmes et 3 civils. Les 3 gendarmes sont tués. Oui. Sauf que parmi ces 3 gendarmes, il y avait le maréchal des logis Cronier, oui, lequel a reçu l'honneur, en 2002, d'avoir son nom donné à la caserne de gendarmerie de la rue Louis Ricard. Pas par la municipalité, mais par le ministère de la Défense, dont dépend la gendarmerie. Oui. Or, s'il y avait une rue Octavie de la Cour à Rouen et une caserne du maréchal des logis Cronier, nous pourrions avoir un parfait exemple de parité mémorielle. Bon, j'ai fini là, enfin j'ai fini, non j'ai pas fini, mais bon. Bon, vous avez des questions dans les 12 minutes qui restent? Non, on va t'applaudir. Non, vous n'applaudissez pas parce que je n'ai pas fait. Alors, un poilu, figurez-vous, c'est l'explication que l'on donnait aux élèves du primaire autrefois, c'est qu'on les appelait les poilus parce qu'ils avaient des conditions de vie très précaires qui les empêchaient de se laver et de se raser. Oui. Or, comme chacun sait, je veux dire, depuis 1890, le poil est synonyme de virilité. Oui.
Donc, les poilus sont des hommes virils, c'est courageux. À tel point, d'ailleurs, vous avez vu que tous les soldats que je vous ai montrés tout à l'heure avaient une moustache. Mais ça n'a aucun rapport, poilu, avec les conditions de vie qui les empêchaient de prendre un bain, une douche. Bon, voilà. Quant au motif d'écarter Lazare Ponticelli, je vais présenter ce que vous nous avez montré en cours. Donc on devait participer à un événement culturel et j'ai choisi le vôtre pour le présenter à ma classe. Et je dois faire une ouverture à la fin de mon exposé. Et donc j'aurais voulu vous poser comme question ce que vous pensez de l'hommage rendu à Pétain par M. Manel-Moine. Ah tiens, j'avais bien pensé qu'on me pose cette question-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais pensé au moment où... alors, je vais vous faire une réponse qui n'est pas une réponse dilatoire, malgré tout, oui, qui est que le soir même où le nom de Pétain a été proposé, alors il paraîtrait qu'en plus ça serait une manœuvre de l'état-major pour piéger d'une certaine manière Macron. Bon. Donc, bon, passons. Et donc les experts, une partie des experts du comité scientifique du centenaire se sont réunis et je ne vais pas dire qu'ils se sont disputés, mais ils n'ont pas eu la même opinion. Bon. Il y en a qui pensaient qu'effectivement Pétain était un soldat qu'il fallait distinguer 14 et 40. Moi, je pense plutôt, j'y ai pensé avant même de lire l'opinion de cet historien anonyme, c'est mais qu'est-ce qu'Emmanuel Macron est-il allé faire dans cette galère? Pourquoi continuer malgré tout à honorer, je ne vais pas dire des brutes galonnées, je suis désolé, hein, mais des maréchaux, oui, alors que quand même l'actualité, je veux dire, est au bas, oui. C'est-à-dire au simple soldat, finalement. Oui. Je veux dire, ça n'a aucune utilité. Qui d'entre nous pourrait se... Alors, Pétain, oui, mais est-ce que vous vous reconnaîtriez dans Joffre? Parce que Pétain, il a fait mourir beaucoup d'hommes, dans les deux guerres d'ailleurs, mais Joffre, c'est le bain de sang, Joffre. L'année, en termes de mois, l'année la plus mortifère, la plus létale, c'est 14, suivi de 15. Qui est-ce qui dirigeait? Joffre. Qui est-ce qui a lancé des offensives inconsidérées? Joffre. Et qui ont échoué? Joffre. Oui. Qui a fait fusiller, sur les 600, à grosso modo, fusillés français, je crois que la moitié date de 14 et de 15. Qui est-ce qui les a fait fusiller parce qu'ils étaient des lâches? Joffre. Excusez-moi. Alors Joffre, c'était un très bon républicain, c'était un laïc. Mais à part ça, bon. Donc je ne vois absolument pas l'utilité d'honorer nos maréchaux. Pas plus Joffre que Pétain. Si, j'ai peut-être une petite sympathie pour Gallieni. Fayolle, je ne le connais pas. Franchet d'Espéret... Intéressant, mais sympathique? Ah ça, je l'ai peu fréquenté. Il n'avait pas officié du temps de l'affaire de Fus? Si. Franchet d'Espéret. Il n'était pas du bon côté. C'est compliqué, en plus tous ces maréchaux ont fait toutes leurs premières armes dans les colonies. Hein, ils n'ont pas été très... Enfin, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Oui, Gallieni à Madagascar. Voilà. Donc c'est compliqué aussi. Il y a une double mémoire. Donc voilà, est-ce que ma réponse vous satisfait? Pas total. Vous auriez voulu que je vous répondisse oui, il faut honorer Pétain, ou non, il faut honorer Pétain, il ne faut pas honorer Pétain. Je vous réponds, là n'est pas le problème. Le problème, c'est celui de la commémoration. Et d'autant que là, je vous dis, quand on sait que c'est l'armée, l'état-major, qui ont manipulé d'une certaine manière. Oui, parce que chaque année, ils rendent hommage aux 5 maréchaux qui sont déposés aux Invalides, si je puis dire. Il y en a 3 qui sont dehors, dont un qui est à l'Île-Dieu, dont la tombe porte d'ailleurs toujours maréchal de France, bien qu'il ait été condamné à l'indignité nationale. Bon. Donc, vous pouvez toujours aller, je peux vous donner le nom, je crois que je l'ai quelque part, le nom de la commune
le petit village pétainiste français, hein, qui a maintenu jusqu'au dernier moment le nom de Pétain. Mais c'est vrai, eux, ils ne pensent pas au Pétain de 40. Oui, ils pensent au Pétain de 14-18. Et là, j'ai envie de dire, là aussi, bon, il y a quelque part deux Pétains, mais c'est le même Pétain d'un bout à l'autre. Il n'y a que Victor Hugo qui puisse changer de bord, mais en passant de droite à gauche. Politiquement, c'est tout à fait le même Pétain. La cagoule, bon, c'est pas... Oui, enfin, il passait pour le plus républicain de tous. C'est ce que disait Blum, c'est pour ça que c'est une vérité. Blum, ce juif, c'est ça? Ah, on n'en parle pas. Bon, ça vous va, non? Monsieur Jeanne. Tout à fait d'accord pour l'hommage aux maréchaux qui n'était peut-être pas nécessaire. Je pense que Macron, dans cette affaire-là, il a voulu se comporter comme un historien qu'il n'est pas. Il est président de la République et il est certainement moins bon historien que président de la République, ce qui met peut-être le niveau... Oui, ça va. Voilà. Mais ce que je voudrais ajouter quand même, il y a une différence entre les maréchaux, c'est que Pétain a été condamné à l'indignité nationale, condamné à mort, bon, gracié, mais il a été condamné à l'indignité nationale et comme tel, un président de la République ne peut pas l'honorer. Parce que dans ce cas-là, s'il honore tous les condamnés à l'indignité nationale, il n'aura pas assez de son mandat. Maréchal, c'est une dignité. Ce n'est ni un rang, ni un grade. Oui. Donc là, il y a un interstice quand même. Vous avez parlé des fusillés pour l'exemple. Moi, en tant que femme, je me pose la question, que sont devenus les femmes et les enfants de ces hommes-là? J'imagine qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas touché de sanction, ça non. Non. Sauf, attendez, il y a quand même eu un certain nombre de réhabilitations. Très tôt. Oui, très tôt, hein, très tôt des années 20. Même pendant la guerre, je crois. Il me semble, oui. Les non-réhabilités sont finalement assez peu nombreux. Et aujourd'hui, bon, il reste quelques familles, mais beaucoup ont été réhabilités. Les fusillés, pour l'exemple, c'est l'image, c'est qu'on prend le premier venu pour faire payer, pour faire expier, et pour intimider les autres. Vous voyez, si on reste dans son trou, là, hein, au lieu de monter, on est sûr de mourir. Alors que si on monte au combat, on est sûr de mourir aussi. C'est en 14, c'est en 14 et en 15 qu'il y a eu le plus grand nombre de fusillés. Oui. C'est pas en 17. 17 qui est l'année de guerre la moins létale, la moins meurtrière. On va remercier chaleureusement Daniel Brun pour cette conférence passionnante. Et puis, si vous souhaitez continuer à échanger avec nous autour de cette exposition sur le 14-18, je vous invite à venir partager la journée du samedi 24 novembre avec nous. Nous recevrons plusieurs auteurs normans qui ont publié récemment des ouvrages sur le thème de la Grande Guerre, des auteurs jeunesse comme des auteurs d'essais, et ils seront aussi ici présents. N'hésitez pas à nous rejoindre ou à participer aux visibilités sur la journée de samedi prochain. La dernière et prochaine conférence aura lieu le 5 décembre et sera présentée par Nicolas Offenstadt, qui est un historien membre du comité scientifique de la commission centenaire. Donc voilà, n'hésitez pas également à nous rejoindre, même lieu, même heure, le mercredi 5 décembre.